I think I weighed in the other day at 436. Wait, now that's down a few pounds. You Yeah, losing it's some down weight? in my career. Yeah, I'm keeping the weight off as I get older. It's just better on the joints. Better on your health. Et si la chose même qui fait de vous une légende était celle qui, finalement, vous vole la vie? Paul Donald White, connu dans le monde entier sous le nom de The Big Show, est né un jour tranquille de février en 1972, ne pesant que 45 kilos dans une petite ville de Caroline du Sud. Dès le premier instant où il souleva un poids qui éclipsait ses camarades, il semblait destiné à la grandeur. Sa stature imposante et sa confiance discrète attirèrent l'attention des enseignants, des entraîneurs, et bientôt d'un royaume de la lutte avide d'un géant. Mais la grandeur peut être une arme à double tranchant. Si sa taille lui a valu les projecteurs et les acclamations des fans du monde entier, elle a aussi tracé un chemin de contraintes physiques incessantes, de fluctuations de poids, et d'un corps qui devait constamment suivre le rythme d'une carrière bâtie sur l'excès. Au fil des décennies, le ring est devenu un champ de bataille où sa taille incroyable s'est transformée en un lourd fardeau. Les blessures se sont accumulées, chacune rappelant qu'un titan peut aussi tomber. Dans cette vidéo, nous retraçons l'arc du parcours de Paul White, d'un garçon de 6 ans à Ken, en Caroline du Sud, à une icône mondiale de la lutte, et enfin au destin tragique qui le hante depuis des années. Nous dévoilerons les histoires jamais racontées derrière les gros titres, le coût caché des changements de poids constants, les blessures écrasantes qui ne se sont jamais complètement guéries, et les batailles personnelles qui se jouent au-delà du carré du ring. Restez avec nous alors que nous levons le voile sur le destin tragique de Big Show, car parfois les plus grands héros sont ceux qui sacrifient tout. C'était une période très déprimante de ma vie. Je pesais 45 kilos à 6 ans, à peine debout au bas de la file de la classe, ma silhouette dégingandait bien loin des géants qui allaient plus tard dominer le ring de la lutte. Pourtant, même dans ces premières années, quelque chose en moi murmurait que le monde ne me verrait plus jamais de la même façon. Paul Donald White II est venu au monde le 8 février 1972, dans la paisible ville d'Aiken, en Caroline du Sud. Un endroit où elle des parents qui l'aimaient farouchement et voyaient en lui non seulement un fils mais aussi un athlète potentiel. Ils l'ont poussé vers le sport et les études, reconnaissant que sa stature imposante ne pouvait être égalée que par une volonté forte. Ces années formatrices, bien que modestes, ont jeté les bases d'un avenir qui verrait plus tard Paul entrer sous les projecteurs de la lutte professionnelle. C'était une époque de détermination silencieuse, une confiance discrète qui se traduirait plus tard par une personnalité plus grande que nature. La première arène de la jeunesse de Paul fut le gymnase de l'école, où sa taille faisait de lui un choix évident pour les équipes sportives, mais c'est son athlétisme qui le distinguait véritablement. Les entraîneurs étaient stupéfaits par sa combinaison d'envergure, de force et de réflexe, des attributs réservés aux athlètes professionnels plutôt qu'aux enfants. Le basketball devint d'abord son exutoire naturel. Il pouvait dominer sous le panier, récupérer les rebonds avec aisance, contrer des tirs qui auraient défié même des joueurs plus âgés. Pourtant, il n'a jamais été du genre à se contenter d'un seul sport. Sa curiosité et son esprit de compétition l'ont mené vers l'haltérophilie et l'entraînement de force, où sa morphologie unique révélait à la fois des avantages incroyables et des défis imprévus. Si sa taille était un atout dans les sports de puissance, elle posait aussi des difficultés, notamment des tensions sur ses articulations et la nécessité d'un encadrement attentif pour éviter les blessures. Cette réalité allait façonner à la fois son approche de l'athlétisme et sa future carrière dans la lutte. Les premières expériences de Paul dans le sport de compétition lui ont inculqué une éthique de travail et une discipline qui deviendraient les marques de son caractère. De longues heures au gymnase, une attention méticuleuse à l'alimentation et à la nutrition, et une volonté de repousser les limites physiques et mentales lui ont permis de maximiser ses dons naturels. Ces années formatrices ne consistaient pas seulement à cultiver des compétences, mais aussi à apprendre la résilience, la patience et la conscience de soi. Comprendre que le potentiel extraordinaire s'accompagne de responsabilités et parfois de conséquences imprévues est devenu une luttant sous le pseudonyme de The Giant. Il est devenu une figure d'admiration, incarnant la puissance brute et le spectacle sur lesquels la lutte prospère. Les fans et les commentateurs étaient fascinés par sa combinaison de taille impressionnante, de compétences techniques et d'agilité surprenante. Contrairement à de nombreux lutteurs de stature similaire qui avaient du mal avec la mobilité, Paul était capable d'exécuter des mouvements exigeant l'équilibre et coordination, ce qui l'a élevé du rang d'attraction de curiosité à celui de compétiteur légitime. Les premiers jours à la WCW furent marqués à la fois par des défis et des triomphes. La lutte n'est pas simplement une démonstration de force. C'est une performance qui mêle athlétisme et narration. Paul a embrassé cette dualité sans réserve. De longues heures d'entraînement ont perfectionné son art, allant du raffinement des manœuvres sur le ring à la compréhension des subtilités de la psychologie du public. Dans les coulisses, il était reconnu pour sa préparation méticuleuse, étudiant les tendances de ses adversaires, mémorisant les séquences, et collaborant étroitement avec les entraîneurs et collègues pour s'assurer que chaque match ait un impact maximal. Son dévouement le distinguait dans une industrie où le talent naturel coexiste souvent avec une éthique de travail variable. Les fans s'en sont vite aperçus. The Giant n'était pas simplement un spectacle à regarder.
Il était un artiste capable de transmettre émotion, tension et drame à travers ses mouvements, ses gestes et sa présence. Les grandes rivalités à la WCW ont permis à Paul de montrer sa polyvalence, que ce soit face à des vétérans établis ou à des étoiles montantes. Chaque match démontrait un équilibre soigneux entre domination physique et subtilité stratégique, lui valant le respect dans les vestiaires et une base de fans croissante qui s'étendait à tous les âges et toutes les catégories démographiques. Alors que sa personnalité publique projetait une quasi-invincibilité, ceux qui le connaissaient de près étaient témoins de l'effort, de la discipline et de la douleur occasionnelle nécessaires à la création de chaque performance. Cette période a établi Paul comme une figure dont l'héritage serait défini non seulement par la taille ou le spectacle, mais par la compétence, le professionnalisme et l'engagement envers l'art. Dès son apparition dans les programmes de la WWE, Big Show est devenu une figure plus grande que nature. Un mélange de physicalité imposante et de charisme subtil qui lui a permis de se connecter avec les fans aussi bien en tant que héros qu'en tant que méchant. La WWE a tiré parti de la polyvalence de Paul, le plaçant au centre de scénarios impliquant certaines des rivalités les plus en vue de l'époque. Ses performances sur le ring ont démontré que, malgré sa carrure massive, il possédait l'agilité, le sens du timing et l'acuité psychologique nécessaires pour offrir des combats aussi impressionnants sur le plan technique que divertissants. Les fans s'émerveillaient de sa capacité à exécuter des séquences complexes avec précision, allant de mouvements emblématiques spectaculaires à des contre-manœuvres élaborées. Dans les coulisses, la réputation de Paul en tant que coéquipier collaboratif et soutenant s'est accrue. Il était reconnu pour son mentorat auprès des jeunes talents, offrant des conseils tant sur la technique dans le ring que sur l'art subtil de se connecter avec le public. Son humilité et son accessibilité contrastaient avec son personnage intimidant à l'écran, lui valant le respect de générations de catcheurs et contribuant à une culture positive dans les vestiaires. Le passage de Big Show à la WWE a été marqué par de nombreuses victoires de championnat, des rivalités mémorables et une présence durable lors des événements phares. Bien que les scénarios aient souvent amplifié sa taille et sa puissance pour un effet dramatique, la discipline réelle de Paul, sa préparation et sa compréhension de la psychologie du catch ont garanti que chaque performance résonnait avec authenticité. Qu'il s'agisse de rivalités intenses, d'arcs narratifs dramatiques ou de segments comiques, il a constamment démontré la rare capacité de s'adapter à des exigences narratives diverses tout en maintenant l'engagement du public. La stature extraordinaire qui a propulsé la carrière de Paul était liée à une condition médicale qui a profondément affecté sa vie. L'acromégalie, causée par une tumeur hypophysaire produisant une quantité excessive d'hormones de croissance, a contribué à sa taille et à sa carrure impressionnante. Pourtant, cela a aussi posé d'importants défis de santé. Avec le temps, la condition a affecté ses articulations, même alors qu'il continuait à se produire au plus haut niveau, Paul devait rester conscient du tribut cumulatif que la lutte professionnelle imposait à son corps. Cette vigilance s'étendait au-delà du ring, englobant l'alimentation, l'exercice et les soins médicaux proactifs afin de s'assurer qu'il puisse poursuivre sa carrière tout en atténuant les risques pour sa santé à long terme. L'intersection entre un talent physique extraordinaire et une complexité médicale ajoutait une couche de profondeur à son parcours, mettant en lumière la résilience humaine derrière le spectacle de la lutte professionnelle. Des décennies d'exigences physiques, aggravées par l'acromégalie, nécessitaient une intervention médicale étendue. En juillet de cette année-là, Paul subit d'importantes interventions chirurgicales pour remplacer ses 2 hanches et ses 2 genoux. Ces opérations étaient cruciales non seulement pour restaurer sa mobilité, mais aussi pour gérer les conséquences persistantes d'une vie passée à lutter contre le temps et les contraintes corporelles. Les chirurgies témoignaient de sa détermination à continuer à se produire tout en protégeant son bien-être à long terme. À chaque étape de sa vie, des débuts modestes à Aiken jusqu'aux arènes rugissantes de la WCW et de la WWE, l'histoire de Paul White est celle d'une détermination sans relâche, d'une compétence exceptionnelle et d'une résilience profonde. L'histoire n'est pas seulement celle d'un géant dans un ring, mais celle d'un homme qui, sous le spectacle, a affronté les complexités d'une maladie rare avec grâce et courage. Son parcours nous rappelle que derrière chaque personnage plus grand que nature se cache une histoire humaine. Une histoire de triomphe, de lutte et de persévérance inébranlable qui continue d'inspirer les fans et les athlètes. Le tribut d'une carrière bâtie sur la force et le mythe se manifestait enfin de la manière la plus humaine. Dans la douleur sourde qui s'installait dans les articulations de Paul après chaque combat, dans la routine implacable de la physiothérapie qui commençait bien après la dernière cloche. La douleur chronique accumulée au fil des décennies passées à repousser les limites de l'endurance humaine n'était plus un compagnon silencieux, mais un rappel constant que chaque triomphe avait un prix. Après les opérations monumentales qui ont remplacé ses 2 hanches et chaque séance dans la salle de récupération ressemblait à une petite victoire, un pas vers le corps qu'il avait autrefois porté à travers les continents, une promesse que son histoire pouvait encore se dérouler. La rééducation n'était pas simplement une routine physique, c'était un pèlerinage émotionnel. À chaque étirement contrôlé et chaque levée de poids guidée, Paul affrontait la fragilité qui s'était cachée sous son extérieur imposant. Il apprenait à écouter les murmures de son corps et à respecter l'équilibre délicat entre ambition et prudence. Le changement mental était peut-être le plus difficile.
s'éloigner de la poursuite incessante du prochain match de championnat pour accepter un rythme de vie plus lent et plus régulier. Il comprit que son rôle dans le monde du catch pouvait évoluer, que l'influence qu'il pouvait exercer n'était pas limitée au carré du ring. C'est durant cette période d'introspection que le parcours de Paul vers All Elite Wrestling prit une nouvelle dimension. Le passage des projecteurs de la WWE à la plateforme en plein essor de l'AEW ne signifiait pas un déclin mais un pivot intentionnel vers le mentorat. Sous son vrai nom, Paul entra dans un espace où sa vaste expérience pouvait se traduire en conseils. Il devint un répertoire vivant de techniques qui semblaient autrefois presque mythiques. Le timing précis d'un bloc d'épaule, la subtilité d'une pause psychologique avant un coup final, la chorégraphie qui rendait une routine d'équipe parfaitement fluide. De jeunes catcheurs, avides d'authenticité, se rassemblaient autour de lui, désireux d'apprendre à mêler la physicalité à la narration. Le mentorat de Paul était holistique. Il disséquait la mécanique d'un dropkick, mais aussi l'importance de rythmer un match pour maintenir le souffle du public en suspens. Il leur apprenait à naviguer dans le métier, à négocier des contrats, et à comprendre que la vie d'un artiste est un marathon, non un sprint. L'influence de Paul à l'AEW s'étendait aussi à la collaboration créative. Il était une caisse de résonance pour de nouveaux concepts, offrant des retours fondés sur des décennies d'expérience. Lorsqu'une nouvelle gimmick était testée en coulisses, son regard aguerri aidait à affiner la nuance. La vie d'un catcheur est souvent idéalisée, mais derrière le faste se cache un labyrinthe de dépenses qui peut ronger même les contrats les plus lucratifs. Les frais médicaux chroniques liés à l'acromégalie, chirurgie, traitements hormonaux, suivi continu, s'accumulaient dans son registre. Ajoutez à cela les coûts de déplacement, l'assurance voyage et le calendrier imprévisible d'un athlète en tournée, et le tableau financier était loin d'être simple. Lorsque Paul est passé du contrat à long terme de la WWE aux sources de revenus moins prévisibles de l'AEW, des questions se sont posées concernant les sponsors, les droits résiduels et la planification financière à long terme. Les fans spéculaient sur l'état de ses finances, et bien que Paul n'ait jamais parlé publiquement de son solde bancaire, la réalité était qu'il devait naviguer dans un nouveau modèle économique. Il s'est tourné vers des conseillers financiers, des planificateurs, et même des fondations caritatives spécialisées dans le soutien aux athlètes atteints de maladies chroniques. Ces relations ont ajouté une couche de stabilité qui compensait l'incertitude des revenus liés aux performances. La spéculation, cependant, ne le définissait pas. Au contraire, elle mettait en lumière combien son héritage reposait sur la résilience non seulement du corps mais aussi de l'esprit. Il avait toujours été un homme qui prenait des risques, dans son travail, pour sa santé, pour l'avenir. Cette même audace s'est traduite par une approche pragmatique des finances. Il a investi dans des plans d'assurance couvrant ses opérations, négocié des primes de performance tenant compte de ses limitations physiques, et construit un portefeuille de revenus passifs grâce au merchandising et aux contrats de sponsoring qui ont perduré jusque dans les années 2020. Au-delà du ring et de la salle de réunion, le plus grand soutien de Paul venait des personnes qu'il aimait le plus, sa famille. Il s'était marié 2 fois, d'abord avec la femme qui avait partagé ses premières aventures dans le monde du catch, puis avec une partenaire qu'il a soutenue lors de ses combats médicaux les plus difficiles. Leur union n'était pas simplement une note de bas de page, c'était un témoignage de la compagnie fondée sur des épreuves partagées. Leur fille, une enfant brillante passionnée dans des moments de vulnérabilité, il partageait sa propre douleur, expliquant comment il avait autrefois dû cacher ses souffrances pour maintenir l'illusion d'invincibilité. Cette honnêteté a cimenté un lien avec les fans, transformant un spectacle en un récit partagé d'endurance et d'amour. La famille, à son tour, a offert à Paul l'ancrage émotionnel dont il avait besoin pendant ces périodes les plus difficiles. Les nuits tardives passées dans les salles de convalescence étaient équilibrées par des conversations autour d'un café matinal avec sa femme et sa fille, où il riait de petits moments, un sandwich au beurre de cacahuètes renversé ou un faux pas lors d'un mouvement d'entraînement. Ces scènes ordinaires étaient profondes. Elles montraient qu'une légende pouvait encore trouver de la joie dans de simples rituels domestiques, que le même homme qui avait autrefois dominé le ring pouvait aussi trouver du réconfort dans le rire d'un enfant et le sourire d'un partenaire. Cette intersection entre l'extraordinaire et l'ordinaire est le lieu où le destin tragique de Paul a commencé à se déployer. Son corps, autrefois une force inarrêtable, était désormais fragile et vulnérable. La même force qui lui avait permis de décrocher plusieurs titres mondiaux était simultanément la source de sa douleur, faisant de son histoire un paradoxe de triomphe et de tragédie. Au fur et à mesure que le récit de son héritage continuait à se dérouler, Paul devenait de plus en plus franc au sujet de ses problèmes de santé. Il parlait ouvertement lors d'interviews de la thérapie hormonale, du jour où il avait été contraint d'annuler un match prévu à cause d'une soudaine poussée, de la peur que la prochaine étape puisse être la dernière. Cette transparence a brisé une barrière culturelle au sein de la communauté de la lutte, où les problèmes de santé étaient souvent dissimulés derrière la façade de la dureté. En exposant sa propre histoire, Paul a ouvert un dialogue permettant à d'autres lutteurs de s'exprimer, encourageant un changement collectif vers la priorité donnée au bien-être plutôt qu'au spectacle. Il est devenu un modèle pour les athlètes passant à des rôles de conseiller, montrant qu'une carrière pouvait être enrichie en partageant son histoire,
en transformant son histoire est devenu un modèle pour les athlètes de toute discipline. Un témoignage de la possibilité d'évoluer de performeur à stratège, de champion à guide. En regardant vers l'avenir, les priorités de Paul étaient fermement ancrées dans son bien-être, le mentorat de la prochaine génération et une participation significative à la culture de la lutte. Les opérations de 2024, associées à la gestion continue de l'acromégalie, reflétaient une volonté délibérée de préserver sa santé à long terme plutôt que de courir après des distinctions immédiates. Il a exploré des moyens de rester actif dans le sport tout en minimisant la pression physique. Cela pouvait impliquer des apparitions dans des podcasts, des cabines de commentaires ou des séminaires numériques, lui permettant de partager ses idées sans soumettre à nouveau son corps aux rigueurs d'un combat. Paul comprenait que la véritable mesure du succès ne résidait pas dans le nombre de ceintures mais dans l'influence durable qu'il pouvait laisser derrière lui, un héritage qui transcendait les titres et affrontait la tragédie d'une carrière qui ne pouvait jamais vraiment se reposer. Dans ce destin tragique, l'histoire du Big Show n'est pas celle d'une chute finale mais d'une ascension durable. Il a affronté la douleur chronique, surmonté des opérations monumentales et redéfini une voie qui embrassait le mentorat et la collaboration créative. Ces épreuves financières, bien que peu glamour, mettaient en lumière la réalité souvent négligée de la vie d'un lutteur. Le soutien indéfectible de sa famille nous rappelait que même les figures les plus imposantes sont enracinées dans l'amour et les moments ordinaires. Et sa transparence concernant ses défis de santé a suscité une conversation plus large sur le bien-être dans le sport. Ses fils s'entrelacent pour former un récit à la fois bouleversant et inspirant, un témoignage de résilience, d'adaptation réfléchie et de l'impact durable qu'un individu peut avoir sur une communauté mondiale de fans, de collègues et d'athlètes en devenir. Alors que le rideau tombe sur le destin tragique du Big Show, son héritage demeure, rappel puissant que la véritable grandeur se mesure non seulement par les trophées remportés mais aussi par les cœurs conquis en chemin. Dans ce destin tragique, l'histoire du Big Show, le premier chapitre de cette évolution fut sa décision de se tourner vers le mentorat. Le ring, autrefois un champ de bataille, devint une salle de classe. Il organisa des ateliers informels pour les jeunes talents, leur enseignant non seulement la technique mais aussi l'importance du soin de soi. Dans un domaine où le mantra « pas de douleur, pas de progrès » est longtemps resté murmuré dans les vestiaires, Paul opposa son propre mantra « écoute ton corps et ton corps t'écoutera en retour ». Ces séances prirent de l'ampleur naturellement. Les lutteurs qui craignaient autrefois d'avouer une ecchymose trouvèrent désormais un refuge pour parler ouvertement d'un muscle tendu ou d'une douleur persistante. L'effet d'entraînement fut subtil mais profond, transformant la culture de la communauté de la lutte en une qui valorisait la santé plutôt que la performance. Ce changement se refléta dans ses apparitions publiques. Paul ne choisissait plus de lutter au détriment de son bien-être, il transforma plutôt le micro en tribune. Les podcasts auxquels il participa devinrent des forums où athlètes et fans pouvaient discuter des réalités souvent tues d'une carrière bâtie sur des extrêmes physiques. Lorsqu'on lui demandait quels furent les moments les plus douloureux de sa carrière, Paul marquait une pause, prenait une inspiration et partageait une histoire. Parfois pleine d'humour, parfois une confession brute, toujours une leçon. Il devint un rappel vivant que la vulnérabilité peut coexister avec la force. Les séminaires numériques de Paul, issus de sa propre initiative, consolidèrent davantage cet héritage. Ces séminaires ne portaient pas seulement sur les techniques de lutte, ils étaient des ateliers sur la prévention des blessures, la santé mentale et la longévité de carrière. Il s'associa à des professionnels de la santé, partageant ses propres expériences avec l'acromégalie et la thérapie hormonale, et comment ces traitements avaient transformé son corps et son état d'esprit. Les séminaires étaient diffusés dans le monde entier, accessibles aux aspirants lutteurs qui ne mettraient peut-être jamais les pieds sur un ring, mais qui avaient néanmoins besoin de conseils. L'accessibilité de ces séances élargit son influence au-delà des limites de l'arène de lutte. L'impact sur la communauté sportive au sens large ne peut être ex-au-delà du ring et des plateformes numériques. Paul a également cultivé des relations significatives avec les fans. Il organisait des séances de questions-réponses virtuelles prenant le temps de répondre à des questions allant de comment gérer l'anxiété à qu'a-t-on ressenti en luttant sous les projecteurs. Dans chaque conversation, il offrait des conseils fondés sur son expérience vécue, se transformant en mentor de confiance. Il utilisait ces moments pour renforcer l'idée que le récit de la lutte ne pouvait plus se limiter à vaincre des adversaires. Il s'agissait aussi de prendre soin les uns des autres en tant que communauté. L'héritage qu'il a construit s'est également développé sur une voie inattendue, la gestion financière. Bien que le monde l'ait connu pour sa domination physique, l'approche prudente de Paul en matière de gestion de l'argent est devenue une autre leçon de résilience. Il discutait ouvertement de la nature imprévisible des revenus d'un lutteur, soulignant la nécessité de la prudence et de la planification à long terme. Il conseillait aux jeunes talents de penser au-delà du ring, les encourageant à investir dans l'éducation et à constituer des économies pour amortir les incertitudes futures. En démystifiant cet aspect souvent négligé de la vie d'un athlète, il ajoutait une nouvelle dimension à son influence, façonnant non seulement le bien-être physique mais aussi financier.